C'est l'heure du second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité du jour. Je vous propose de revenir sur l'annonce par ArcelorMittal d'un plan de suppression de 613 postes en France. C'était il y a un mois et la tempête politique n'est pas retombée. Pourquoi la sidérurgie est-elle un symbole? Combien de milliards d'aides publiques le groupe indien? On voit s'afficher les villes dans lesquelles les suppressions de postes sont prévues. Combien de milliards d'aides publiques le groupe indien a-t-il reçu de l'État français? Faut-il nationaliser ces usines pour sauver l'acier français? Avant d'en débattre, on revient sur 2 décennies de promesses politiques avec Audrey Buetaz. Pour les salariés d'ArcelorMittal, c'est un cauchemar qui recommence. Dans un marché de l'acier en crise, le numéro 2 de la sidérurgie mondiale vient d'annoncer la suppression de plus de 600 postes en France. Il y a un sentiment de trahison. Ce matin, il y a encore des gens qui ont été à l'infirmerie. Alors on a demandé très rapidement de mettre en place une cellule pour les risques psychosociaux parce que les gens, vous imaginez, vous annoncez comme ça. Je pense surtout à un service là, où il y a 25 personnes qui sont concernées. C'est tout le service qui ferme, quoi. Le nouvel acte d'une histoire semée de crises et d'impuissance politique. Tout commence en 2006. Arcelor, fleuron tricolore, est racheté par l'Indien Lakshmi Mittal, malgré l'opposition de son PDG. Un rapprochement Arcelor-Mittal Steel n'est ni dans l'intérêt de nos actionnaires, ni dans l'intérêt de nos salariés, ni dans l'intérêt des clients d'Arcelor. Mais l'industriel indien rassure et l'État français laisse l'opération se faire. Il n'y aura pas de licenciement, aucun changement pour les salariés, bien au contraire. Nous n'avons pas l'intention de fermer nos usines en Europe. Au contraire, nous prévoyons de nous y développer. Promesse non tenue dès 2008, quand le marché de l'acier se retourne. Le nouveau-né ArcelorMittal annonce la fermeture de l'aciérie de Gandrange en Moselle et la suppression de 600 des 1100 emplois du site. En visite surprise sur place, Nicolas Sarkozy, alors président, jure de sauver l'usine. Je tiendrai une réunion avec vos représentants syndicaux, l'expert, à l'Élysée, pour être sûr qu'au plus haut niveau de l'État, on s'engage pour ne pas vous laisser tomber. Il échouera à faire reculer Mittal. En 2012, l'histoire se répète. Cette fois-ci, ce sont les hauts fourneaux de Florange qui sont menacés, ainsi que 630 emplois. En pleine campagne présidentielle, l'affaire prend une tournure politique. Le candidat socialiste François Hollande grimpe sur le toit d'un camion de l'intersyndicale et promet. On va tout faire pour que des sites comme cela puissent vivre. Tout faire, mais sans aller jusqu'à la nationalisation. Une idée pourtant portée par Arnaud Montebourg, son nouveau ministre du redressement productif. Je veux dire ici qu'il y a comme une sorte d'unité nationale qui se construit progressivement autour du projet de nationalisation temporaire. Mais François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault refusent d'aller aussi loin et préfèrent un accord avec ArcelorMittal. La fermeture des hauts fourneaux est confirmée, mais les salariés menacés pourront partir en retraite anticipée ou être reclassés. L'affaire est vue comme une défaite politique. Les syndicats installeront même une stèle devant le site pour dénoncer la trahison de François Hollande. 13 ans plus tard, les mêmes débats reviennent dans l'actualité, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 20 ans, ArcelorMittal a divisé par 2 ses effectifs dans l'Hexagone. Faut-il nationaliser l'acier français? On en débat avec Olivier Loincy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous publiez Réindustrialiser, le défi d'une génération. C'est aux éditions Les Déviations. Et vous étiez conseiller industrie de François Hollande à l'Élysée. Anne-Sophie Belaïch, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à l'Usine Nouvelle avec à la une ce mois-ci le nouveau visage des ouvriers. Bruno Grandjean, bonsoir et bienvenue. Vous êtes président du groupe industriel Redex et ancien président de la Fédération des industries mécaniques. Et Antoine Oberdorf, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Vous étiez donc conseiller de François Hollande au moment de Florange 2012. Peut-être on reparlera un peu, notamment de cette stèle là qu'on a vue dans le sujet, mais qu'est-ce que vous retenez des négociations avec un groupe comme Mittal? Comment ça marche? Alors, le groupe Mittal est un groupe international, Bien parce sûr. que là, il n'y a pas de nouvelles. C'est un groupe qui est essentiellement, que j'appellerais financier, donc il n'a pas de sentiment patriotique ou d'attachement, en tous les cas en Europe, à un territoire
ou à un État en particulier. Bon, jusque-là, je pense qu'on partagera le constat. Et il y a par contre une caractéristique avec d'autres groupes avec lesquels on a fait des négociations parfois difficiles. C'est un groupe qui gère extrêmement bien la communication, l'annonce. Il entre dans le champ symbolique qui est le champ de la politique. C'est-à-dire c'est un groupe qui sait faire de la politique. Vous avez des groupes industriels, ils sont arrivés à une conclusion économique de réduction d'un effectif, d'une fermeture de site, et ils la communiquent, et tout d'un coup, ça fait le buzz. Ça devient un fait politique, et ils ne savent pas comment réagir. Et ils ne savent pas, ou ils ne l'ont pas anticipé. Le groupe Mittal, sur ce point-là, sait gérer. Et c'est un critère de lecture des différentes annonces. C'est-à-dire il faut prendre ces annonces comme des annonces d'une situation économique qui est difficile pour lui en Europe à cause de la compétitivité, à cause de la concurrence de la Chine, etc. Mais également, il faut le prendre comme des annonces politiques de mise en place d'un rapport de force avec la puissance publique, laquelle répond plus ou moins bien à ce rapport de force. Et quand vous avez une succession d'annonces comme celle qu'on a eue récemment avec quelques licenciements dans des sites secondaires, le déménagement des services supports en Inde et après un plan de licenciement sur des sites symboliques, c'est, je dirais, un message crescendo au pouvoir public sur une situation et qui ne s'arrêtera pas là, d'après moi. Avec ce qui crée la tempête politique, cette annonce de 636 suppressions de postes, principalement sur 2 sites. On a vu la carte rapidement tout à l'heure, on va la revoir. À Dunkerque, 295 suppressions de postes. À Florange, 194. Et puis ensuite, il y en a à Sainte, Montataire, etc. etc. Je ne vais pas tous les citer. Anne-Sophie Belaïch, par rapport à la taille du groupe ArcelorMittal, qu'est-ce que ça représente ? C'est vrai que 600 emplois, ils sont 15 000 en France. La moitié des effectifs de R&D d'ArcelorMittal sont en France, de recherche et développement. Donc 600, oui, j'ai fait un petit calcul, ça fait 4% en fait, sachant que effectivement, ça change rien à ce que ça représente pour chacune des 636 familles. C'est dramatique pour chaque personne, mais c'est vrai que c'est 4%, alors que effectivement la demande est vraiment très très en baisse, de l'ordre de 20%. La construction, ça va pas, l'automobile, ça va pas. Donc effectivement, il serre les boulons, quoi. Donc malgré les bénéfices d'un groupe international, il y a une situation économique locale qui pourrait justifier ces licenciements. En fait, c'est un groupe mondial. Je pense que du coup, la direction d'ArcelorMittal France, elle a intérêt à montrer aussi à son actionnaire principal, oui, on va maintenir en fait une base industrielle en France qui est à peu près tenable en fait. Je pense que c'est aussi des gages un peu qu'ils donnent à leurs actionnaires parce qu'ils sont pas tous seuls. Alors, je vous donne la parole. J'avais pris une question, mais j'ai vu pendant le sujet que vous réagissiez aux chiffres. Pourquoi ? Oui, moi je suis surpris. Il y a clairement un effet de loupe sur Arcelor dont on pourra parler, qu'il y a une politisation syndicale très forte et puis à une symbolique de la sidérurgie. Mais sur le site de Florange, par exemple, qui est emblématique de cette mobilisation ou instrumentalisation politique, le site de Florange a pratiquement les mêmes effectifs que lorsque François Hollande grimpait sur un camion pour haranguer la foule. Parce que ce site devait fermer ses hauts fourneaux qui ne sont pas compétitifs puisqu'ils sont situés loin des chaînes d'approvisionnement et se concentrer sur le parachèvement, sur des opérations de finition de la bande pour laquelle ils sont leaders mondiaux avec des compétences très fortes, notamment dans les aciers à haute limite élastique pour l'automobile. Donc, ce site il n'y a pas eu de licenciement sec à Florange, en fait. C'est ça, ils ont été reclassés un peu partout. Évidemment, dès qu'on parle de sujets sensibles comme les emplois, une suppression de poste, un licenciement peut être vu comme un drame familial, comme un problème. Mais globalement, sur le site est compétitif, il y a des investissements. Et c'est un site qui n'a pas été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, touché de manière frontale. Mais alors, on va vous dire pourquoi on supprime 200 postes, là. Alors, ce sont des postes supports. Et comme l'a très bien dit Olivier, je pense qu'il y a un message qui est passé. Un message qui dit « Nous restons en France, mais les conditions de compétitivité ne sont pas tenables ». Et ça, c'est une réalité que toutes les mobilisations politiques ne peuvent pas changer. Cette réalité de la baisse de la consommation d'acier en Europe, cette réalité de l'énergie qui coûte aujourd'hui une fortune, cette réalité du dumping chinois. La Chine, c'est 56% de l'acier mondial. Ça, ce sont des réalités. Et pourtant, le signal est quand même perçu par les pouvoirs publics parce qu'il y a un accompagnement, y compris dans la trajectoire de décarbonation d'ArcelorMittal. Il y a de l'argent qui est mis sur la table. Justement, mais... Après, il y a ce qui relève du volet européen, bien sûr. Avec vous savez, Arcelor, déjà le nom, je trouve ça très symbolique. Il s'appelle ArcelorMittal et non pas Mittal Arcelor. Centre de recherche en France, un des plus grands. Le siège social est au Luxembourg, il est tout près.
Les usines sont interconnectées. Donc c'est un industriel exemplaire qui joue dans une compétition mondiale qui est terrible. C'est une guerre économique. C'est une guerre économique. On a 3 quarts d'heure, hein, donc on va pouvoir vraiment détailler à la fois les enjeux, la stratégie de Mittal. Et je vous propose d'entendre le patron, le PDG d'ArcelorMittal France. Il était auditionné hier à l'Assemblée nationale. Alain Legris de la Salle, on l'écoute. Je connais les sites, je connais même les personnes. Donc je peux vous dire que quand vous prenez cette décision, vous n'avez pas d'autre décision, pas d'autre solution, c'est quelque chose de très difficile. Et n'allez pas croire qu'on dort bien toutes les nuits. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Oui, nous sommes un groupe mondial qui fait des bénéfices. Sur la France, ça n'est pas le cas. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans un groupe mondial qui fait des résultats qu'il ne faut pas la prendre. C'est-à-dire que vous devez protéger votre base industrielle en France. Vous devez la protéger parce que si vous ne la protégez pas, c'est l'ensemble qui tombe. Et la conséquence, elle est beaucoup plus importante. Des industriels qui doivent rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent public sur des plans de licenciement, c'est une démocratie qui fonctionne, Olivier Lemoincy, ça... Oh oui, ça me choque pas. Après, il faut avoir de la nuance sur la manière dont on interprète les choses et dont les débats se font. Hein. Ça a été rappelé à l'instant par Bruno Grandjean. On est dans un monde économique, c'est une compétition, c'est une concurrence ouverte. On n'est pas armes égales parce qu'en Europe et en France, on a un modèle social, des ambitions environnementales. On a même une volonté de faire passer des valeurs que je vais qualifier d'éthiques dans le business. Quand on décide de ne pas acheter du gaz russe à 20 € le mégawattheure parce qu'il y a eu une transgression du droit international, mais qu'on préfère du gaz liquéfié à 40 € le mégawattheure, dont une partie vient du gaz de schiste avec la fracturation, c'est pas un choix économique, c'est un choix de valeur, et même un choix compliqué entre 2 valeurs, le droit international ou la protection de la nature. Ça, c'est l'Europe. Ça engendre des coûts supplémentaires. C'est naturel, c'est des exigences sur la production, des coûts supplémentaires. Et donc, dans le cas d'une concurrence totalement ouverte avec la Chine ou les États-Unis, ça va dépendre des types de biens, dans ces cas-là, il y a des questions économiques qui se posent. Là, il y en a une. Et effectivement, vous avez commencé à soulever le sujet. Les signaux d'alerte sont forts, sont très forts. Et la réaction reste, à mon avis... en tous les cas, en dessous des enjeux. La réaction des politiques. Des politiques, au niveau européen et sans doute au niveau français. On pourra parler du prix de l'électricité, de la concurrence loyale et d'autres sujets comme ça. Il y a une interrogation autour de la stratégie d'ArcelorMittal. Est-ce que le groupe est en train de se désengager du territoire français? C'est ce que craint le député de la Somme, François Ruffin. Là, ce qui se dessine... Et ce que j'ai entendu hier lors de la commission d'enquête parlementaire ne me rassure pas, c'est un abandon du territoire français, du territoire européen qui est programmé. J'ai réclamé hier un audit. Depuis des années, il y a un sous-investissement d'ArcelorMittal sur ces sites français. Le témoignage revient par tous les ouvriers qui parlent de poutres cassées, qui parlent de sols affaissés, qui parlent de cuves percées. Et j'ai une habitude de comment ça se passe, l'abandon d'une industrie. J'ai 25 ans d'expérience à la matière. Quand on n'investit pas pendant des années, quand on laisse péricliter l'outil de travail, ça dit quelque chose sur une intention. Anne-Sophie Belaïch, la France, pour un géant, une multinationale comme Mittal, c'est quoi? C'est un pays stratégique, anecdotique, entre les deux? Je pense que c'est un pays stratégique parce qu'il a déjà investi beaucoup d'argent, en fait. C'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes de maintenance, mais globalement, régulièrement, quand même, le groupe a investi. Il a investi 500 millions il n'y a pas très longtemps à Mardic. Il investit quand même. Donc, s'il voulait vraiment se désengager, je pense que ça aurait commencé... un peu plus tôt. On a eu l'exemple récemment de British Steel, donc, qui est le dernier haut fourneau anglais, qui a été pas nationalisé, mais enfin il y a eu une prise de contrôle opérationnelle des Anglais. On a appelé les députés un samedi pour qu'ils viennent en urgence voter cette mesure. Mais chez British Steel, dont l'actionnaire est chinois, en fait, il ne voulait plus approvisionner l'usine. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de matières premières, de minerais, etc. Donc là, on peut parler de désengagement. Je trouve que ce qui se passe chez ArcelorMittal, on ne peut pas encore le dire. On ne sait pas, parce qu'en fait, ils maintiennent le suspense sur leurs investissements de décarbonation. Effectivement, ils disent 1,2 milliard, mais à condition que l'Europe prenne un certain nombre de mesures. Je reviens vers vous, Bruno Grandjean, parce que entre ce que vous disiez tout à l'heure sur les investissements, la stratégie, ce que fait ArcelorMittal, et ce que vient de dire le député Ruffin, moi
J'ai l'impression qu'on ne parle pas des mêmes entreprises. Non, mais justement, on est sur un sujet qui n'est pas suffisamment traité. C'est bien que vous le mettiez, vous en parliez, c'est la politisation de ce dossier. Enfin, visiblement, LFI veut se faire ArcelorMittal. Moi, j'ai regardé les 1h50 d'audition du président d'ArcelorMittal. J'ai eu honte. C'est un show LFI, c'est un tribunal politique, c'est clairement une volonté de dénigrer d'ailleurs cette échelle des valeurs des gens qui ne connaissent pas l'industrie, qui ne la pratiquent pas et qui donnent des leçons de stratégie. Mais on peut être choqué, qu'un groupe qui fait des bénéfices licencie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous dites sur le côté caricatural, parce que ce qui m'a frappé, c'est que hier, François Ruffin était d'accord avec un grand patron. Ça n'arrive pas très souvent. Sur quel thème ? Sur le sujet que la vraie défaillance des pouvoirs publics, c'était la protection des marchés européens. Il l'a dit au début. Et après, il est allé sur des... François Ruffin n'est plus LFI, c'est peut-être une raison. Voilà. Mais en fait, en gros, il a dit moi je suis d'accord avec le patron d'Arcelor. Je veux bien vous entendre là-dessus. C'est pas l'angle de notre débat, mais quand même, un groupe qui fait des bénéfices peut-il licencier ? Bien sûr. Je commence avec vous. Bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est une méconnaissance du fonctionnement des entreprises qui est très typique en France, où le secteur subventionné est tellement prégnant qu'il ne comprend même pas la logique qu'il peut y avoir. L'entreprise ArcelorMittal, je ne vais pas la défendre, mais elle ne fait que des bénéfices à l'étranger. Moi, je défends le monde de l'industrie et des industriels en France qui ont besoin d'être compétitifs, tout le reste étant poudre au vent, poudre aux yeux, pardon. Et donc, ils ont aujourd'hui, ils font des bénéfices, mais à l'étranger, et l'entreprise se projette toujours dans une dynamique. Si les coûts industriels restent ce qu'ils sont, si le dumping chinois se matérialise, si les coûts de l'énergie sont toujours les mêmes, il n'y a plus d'avenir pour la sidérurgie. La réalité ne peut pas être transformée par le politique, donc malgré ce qu'on en pense. On pourrait même dire, Olivier Lemoincy, que le fait, certaines oreilles n'arrivent pas à l'entendre, mais que le fait de licencier, c'est pour protéger la pérennité de l'entreprise. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Alors, éventuellement, on peut aller jusque-là, mais il y a un point qui est évident. Une entreprise doit faire des bénéfices pour être pérenne, pour investir, pour innover. Et donc, à partir de là, quand elle rencontre... Et pour rémunérer ses actionnaires. Et pour rémunérer ses actionnaires, mais aussi pour rémunérer ses salariés. On a peut-être un sujet de répartition de la valeur ajoutée. Ça, c'est un vrai sujet. Mais sur le fond, il faut bien la créer, cette richesse, pour qu'elle serve l'investissement de l'outil productif, pour qu'elle serve l'actionnaire qui investit et les équipes qui y travaillent. Donc là-dessus, je veux dire, c'est une règle d'airain. On ne pourra pas la contourner, ou alors on change de modèle économique. Mais je crois que c'est pas dans le débat actuellement en France, ou alors que sur certains aspects extrêmes. Il y a un mot qu'on entend et dont on va commencer à parler avec vous, Antoine, c'est le mot nationalisation, parce qu'on est là dans un dossier politique à haut risque, et vous dites pourvu qu'on échappe à la démagogie, Antoine. Ah oui, vraiment, parce que je pense que les ouvriers d'ArcelorMittal en ont soupé quand même des numéros de claquettes sur camionnettes, pardon pour François Hollande, mais quand même, de tous ces politiciens confondus qui viennent leur promettre de sauver un fleuron de l'industrie française, tout en sachant nos fourneaux condamnés par la concurrence sauvage des aciéristes chinois. Emmanuel Macron a choisi de ne pas faire de promesses, pour le coup, qu'il ne pourrait pas tenir. Non, je ne vais pas nationaliser ArcelorMittal, ça n'aurait aucun sens. Et il a dit sans embâge à la CGTiste Sophie Binet. Il sait, Emmanuel Macron, que la crise se joue au niveau européen, que le géant allemand ThyssenKrupp a annoncé 11 000 suppressions d'emplois à l'horizon 2030. Et comme souvent, quand on se compare, on se console. Mais quand même, quand on est politique, on se dit on ne peut pas rester les bras croisés face, on en parlait, à la détresse de ces plus de 636 salariés. Non, clairement, on ne peut pas invoquer Schumpeter et sa fameuse destruction créatrice, mettre ça sur le compte du capitalisme mondialisé, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et puis voilà, c'est ainsi pour le cours des destructions d'emplois. L'opposition de gauche de Tondeli à François Ruffin, nous en parlions, donne de la voix aux côtés des salariés. Si on se place de son point de vue, elle aurait tort de ne pas le faire, parce que le dossier d'ArcelorMittal offre un petit condensé des contradictions du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, on va détailler. Quels sont leurs arguments ? Déjà, un mot très important, évidemment, souveraineté, qui revient sans cesse dans la bouche du président de la République. Comment parler de la nécessité pour l'Europe de se réarmer, de bâtir une industrie de défense crédible, quand dans le même temps, on renonce à produire de l'acier en France ? Il y a quelque chose qui cloche. Ça cloche aussi si l'on songe, et là on est sur le terrain stricto sensu politique, si on songe à la promesse du candidat Macron en 2017, faire disparaître le Rassemblement national de la carte par le retour au plein emploi, par la préservation d'usines à haute valeur ajoutée. Le Dunkerquois est un territoire tristement emblématique. Jordan Bardella y a fait
40% aux européennes, et le député socialiste s'y est sauvé de justesse. Oui, effectivement. Et on peut se poser cette question de la nationalisation. Pourquoi ne pas faire comme on l'évoquait tout à l'heure, les voisins britanniques, British Steel, ça ne fait pas d'eux des communistes. Non, ça ne fait pas d'eux des communistes, mais ça ne fait pas d'eux non plus des modèles. En l'espèce, le gouvernement travailliste de Keir Starmer avait affaire à un groupe chinois, vous l'avez bien rappelé, qui se désengageait, voulait fermer pour de bon. Ouais. Ce n'est pas le cas d'ArcelorMittal qui a annoncé un investissement de 1,2 milliard pour décarboner son site de Dunkerque. Sous condition, l'investissement. Sous condition. On en parlera un peu plus tard. Surligner les conditions, bien évidemment. Une fois n'est pas coutume, Thomas, je vais finir cette chronique par une formule empruntée au Premier ministre François Bayrou. La nationalisation ne doit être ni un totem, ni un tabou. Pas un tabou, car dans les cas d'Alstom, de Peugeot, Citroën, la faillite a ainsi pu être évitée. On voyait encore Nicolas Sarkozy auréolé de son statut de sauveteur précisément d'Alstom qui allait parader à l'époque du côté d'ArcelorMittal. Mais ce n'est pas un totem, car la prise de contrôle par la puissance publique ne réglerait en rien. En l'absence de protectionnisme digne de ce nom, la situation, parce que c'est à la Commission européenne de s'en emparer. Et puis il y a aussi un enjeu, on va en reparler probablement dans ce débat, sur le coût de l'électricité. EDF a changé de patron, on se demande à quel contrat va avoir droit ArcelorMittal naturellement. Effectivement. Alors, premier thème, là, nationalisation, bonne ou mauvaise idée, Anne-Sophie Bellage? Pour moi, c'est pas une très bonne idée parce que c'est un problème de commande en fait. Donc, à la limite, ce que pourrait faire l'État, je ne sais pas, commander des dizaines de tours Eiffel à mettre dans toutes les villes de France, ça pourrait être efficace. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de payer pour ça? Donc, dans la mesure où c'est un problème de commande, l'État ne va pas y pallier, même c'est lui qui prend C'est pas parce que l'État nationalise qu'il y aura plus de commandes d'acier pour parce les... Parce que vous avez raison, on peut tout à fait nationaliser, dans certains cas d'ailleurs, dans les chantiers de Saint-Nazaire qu'on a nationalisé vers, je pense que c'était en 2018, mais en fait, les chantiers de Saint-Nazaire avaient des commandes, ils avaient des paquebots à construire. Ils avaient juste un actionnaire coréen qui s'était en train de se débiner, qui était en liquidation judiciaire en Corée. Donc, alors, peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais c'est quand même une menace qu'on peut brandir. Ça, c'est intéressant. Je reviens presque à la première question que je vous posais sur la façon dont on négocie avec un géant comme ArcelorMittal. Tout à fait. Enfin, moi, j'aime bien votre conclusion, je la partagerai. Je pense qu'on est en train de prendre une mauvaise route aujourd'hui. Certes, il y a des situations difficiles, il y a ce plan de licenciement. On n'est pas aujourd'hui devant une annonce de fermeture. La nationalisation, ou même évoquer la nationalisation, ne se justifie pas aujourd'hui. En revanche, fermer la porte à la nationalisation pour demain, parce que là, j'ai une petite nuance. Moi, les signaux qui me reviennent des sites sont effectivement des signaux, et pas que par des syndicalistes, mais par des cadres, d'un sous-investissement dans ces sites-là. On sait très bien qu'un actionnaire financier qui sous-investit dans un site, ça peut être le prémisse d'un désengagement à venir. Donc on verra, soyons prudents sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dégainer cette arme-là. Encore une fois, il faut une négociation, d'autres leviers. Est-ce que ça veut dire, mais il ne faut pas l'exclure pour demain si jamais la situation dérape. Est-ce que ça veut dire que, vous faisiez référence à l'émission de TF1 Emmanuel Macron, est-ce qu'il dit trop vite il n'a plus cette arme dans sa poche. À partir du moment où on dit non, je ne le ferai pas, alors soit on dit après, on explique que le contexte a changé, etc. Mais je pense que les personnes qui aujourd'hui essayent de passer une loi pour faire cette nationalisation, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne réaction vu la situation qui est dramatique, mais c'est bien trop prématuré. Et fermer cette porte sur le principe est aussi s'empêcher d'avoir une arme. Je reviens à Florange, ça a été dit la dernière fois. Il y a eu la menace de la nationalisation qui a été faite. J'étais présent dans les négociations qui ont été faites avec la famille Mittal. Clairement, cette menace a été crédibilisée. Ils pensaient qu'on irait jusqu'au bout. Le futur a démontré qu'on n'en avait pas l'intention. Tout à fait, mais on a créé ce rapport de force, on a pu négocier des choses, et comme ça a été souligné, le site a continué à se développer avec des investissements, avec le même niveau d'emploi. Politiquement, le symbole a été celui d'une trahison, le symbole a été très dur avec la fermeture des hauts fourneaux, effectivement, ça il faut le reconnaître. Donc politiquement, ce rapport de force n'a pas été gagné, économiquement, il n'a pas été perdu pour le site. Petite question de coulisses, vraiment question de curieux. Qui négocie? C'est François Hollande directement avec Lakshmi Mittal, avec le big boss de... Il y a eu des réunions directes à l'Élysée. Entre l'un et l'autre. Emmanuel Macron était conseiller à l'époque. Emmanuel Macron
était présent dans la salle avec moi. Oui, donc il sait lui aussi comment on peut négocier avec ce... Bon, je reviens à la nationalisation, parce que vous avez parlé de l'Angleterre, il y a l'Italie aussi qui a nationalisé temporairement, et alors dans les articles que j'ai lus, manifestement, ça n'a pas tout réglé, ça reste toujours aussi compliqué, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, dans une logique de souveraineté, je reprends les mots que vous employez tout à l'heure, à se dire, bon, cet acier, on en a tellement besoin qu'il faut s'assurer qu'on le produit toujours sur notre sol. Juste en Italie, pour revenir d'un mot, le gouvernement italien, d'ailleurs les aciéries appartenaient à Arcelor à une époque, et c'est une patate chaude que le gouvernement essaye de repasser à une société azerbaïdjanaise. Oui, donc et il y a eu des mois de négociations et la signature n'a toujours pas eu lieu. Je pense que les États sont conscients de leur incapacité à gérer ce genre de société. Moi, jeune ingénieur, j'ai connu la nationalisation de la machine-outil française. Ça a été d'ailleurs, Louis Gallois en parle assez souvent, ça a été dramatique. On l'a achevé finalement, la machine-outil française. Donc la souveraineté, est-ce que l'État a le monopole de l'intérêt général, a le monopole de la souveraineté? Moi, je ne sais pas. ArcelorMittal est le seul groupe du top 10 mondial à avoir son siège social en Europe. Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu de souveraineté à travers cela? Est-ce qu'il ne faut pas travailler en partenariat? Je pose la question. Olivier Loincy, et ensuite on parle quand même des subventions, de l'argent public touché par ArcelorMittal. Sur ce sujet, je ne peux être que d'accord. C'est-à-dire une nationalisation, même dans une situation de crise, ne résout pas le problème économique d'un site. Donc ça ne peut pas être la seule mesure. Et en l'occurrence, pour la sidérurgie européenne, il n'y a pas de possibilité à long terme s'il n'y a pas une politique qui remet de la concurrence loyale avec les Chinois. Alors ça passera par peut-être des taxes, des mesures de sauvegarde, des critères environnementaux sur le bilan carbone. Un mécanisme d'ajustement aux frontières qui fonctionne, enfin. On peut être très inventif sur le sujet, et je souscris aussi à ce qui a été dit par Bruno Grandjean. L'État n'a pas vocation à gérer dans la durée un outil productif. Je ne pense pas que c'est son rôle. En revanche, dans une situation de crise et temporairement, ça peut être une solution, encore une fois, temporairement, si c'est accompagné par les bonnes décisions qui permettent, dans ce cas-là, d'avoir une équation économique qui vole. Alors, vous parliez de la commission d'enquête parlementaire. Au cœur des reproches qui sont adressés à ArcelorMittal, il y a le fait que le groupe a touché d'importantes aides de l'État. On va en parler tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bienvenue. On se demande combien le groupe a touché. Alors, pour répondre, il faut remonter 2 mois en arrière. Effectivement, les représentants d'ArcelorMittal qui ont été convoqués, c'était le 27 mars dernier au Sénat, 1 mois donc avant l'annonce de la suppression de 600 postes. Les cadres du groupe qui sont alors reçus par la commission d'enquête du Sénat sur les aides publiques aux entreprises, une commission lancée en début d'année à la demande du groupe communiste au Sénat et sous serment la direction d'ArcelorMittal qui a indiqué alors que l'entreprise avait bénéficié de 298 millions d'euros d'aides en 2023, dont 195 millions concernant l'énergie. Ce ne sont pas des données publiques, Thomas, ce sont des données dont on dispose parce que la commission d'enquête les a demandées, cette commission d'enquête du Sénat, et qui les a demandées spécifiquement pour l'année 2023, comme elle l'a fait avec toutes les entreprises qu'elle a reçues à ce moment-là. D'accord. Et alors, si on rentre dans le détail, quelles sont les aides publiques touchées précisément par ArcelorMittal? Si on enlève les aides pour l'énergie, voici la répartition des 103 millions d'euros d'aides de l'État touchées en 2023. Il y a 4 millions pour les investissements, 10 millions pour le Fonds européen de développement régional, le FEDER, 40 millions pour le CIR, le Crédit Impôt Recherche, 6 millions pour l'APLD, l'activité partielle de longue durée, 41 millions pour les allègements de charges et 2 millions pour l'apprentissage. Le groupe qui se défend par ailleurs en audition. Écoutez le président d'ArcelorMittal. Ces montants sont à rapporter à notre masse salariale, 761 millions d'euros sur 2023, auxquels viennent s'ajouter 432 millions d'euros de charges du personnel, soit un total de 1,2 milliard environ. Au total, ces aides représentent moins de 4% des 1,2 milliard. Bon, et donc on est bien d'accord, là on est fin mars, on est bien avant l'annonce des 636 postes supprimés. Oui, d'ailleurs, en audition, le président d'ArcelorMittal qui se félicite alors de, malgré la situation économique difficile, d'avoir maintenu des effectifs stables en France avec 15 400 salariés en 2019 et toujours 15 400 collaborateurs 5 ans après en France. Depuis donc l'annonce des suppressions d'emplois, la gauche est montée au créneau pour dénoncer un groupe qui licencie alors qu'il a touché des aides publiques
publique et qui globalement se porte bien. Alors on en vient un petit peu à ce que vous disiez en plateau, mais écoutez, le sénateur communiste Fabien Gay, c'est donc lui le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur les aides publiques aux entreprises. Il était à notre micro la semaine dernière. C'est un groupe qui va bien, puisque c'est 17 milliards de fonds propres, des nombreux investissements en Inde, chez Mittal et au Brésil. Des bénéfices. Des bénéfices records. C'est 15 fois plus de dépenses pour le versement des dividendes que dans l'investissement productif partout dans le monde. Et la réalité, c'est qu'ils ont déjà trahi des engagements à l'époque de Florange en 2012 sous François Hollande, et ils sont en train, à nouveau, de trahir les promesses qui ont été faites à Bruno Le Maire. Et donc, ces sénateurs, ces parlementaires de gauche qui vont écrire maintenant une proposition de loi pour nationaliser le site des Hauts-Fourneaux. Vous en parliez il y a un instant. Oui, merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces informations. On va revenir, Olivier Lemoincy, 13 ans en arrière. Est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, François Hollande, comme d'autres politiques avant lui, s'est fait un peu rouler dans la farine par le patron de Mittal ? Non, je n'aurais pas du tout ce sentiment-là. Je pense qu'au contraire que l'exemple de Florange, encore une fois, symboliquement, ça n'a pas été une victoire. Ouais. C'est la plaque, le parce que les Hauts-Fourneaux ont fermé. Économiquement, comme ça a été dit aussi, c'est un site qui a eu des investissements, qui a été pérennisé pendant 10 ans, dont le niveau d'emploi. Le petit regret que j'aurais, c'est que je pense que nous avions installé un rapport de force qu'on a sous-estimé, c'est-à-dire qu'on avait crédibilisé la menace de la nationalisation à un tel point que nous aurions pu obtenir plus que ce que nous avons obtenu. Voilà. Qu'a rappelé Arnaud Montebourg d'ailleurs. Voilà. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Bon, après, ce type de rapport de force en utilisant, je vous rappelle, on est en 2012-2013, le rapport Gallois vient de sortir, l'enjeu c'est vis-à-vis des frondeurs, c'est-à-dire maintenir une ligne que je vais appeler socio-libérale par rapport à un PS ou des partis d'une majorité qui n'est pas tout à fait alignée. Enfin, l'équation politique n'est pas celle qu'on aurait aujourd'hui. Il n'y a pas le président du Royaume-Uni qui donne des éléments. Donc la navigation politique était sans doute, à mon avis, plus compliquée qu'aujourd'hui. Oui. Ce que je retiens là de la chronique, Anne-Sophie Bellech, parce qu'on en a cité quelques-unes, mais c'est cette espèce de maquis d'aide publique. On a essayé, en préparant l'émission, là, de faire le bilan en 20 ans, parce que Mittal est arrivé en 2006, de l'argent public touché par l'entreprise. Et on n'a pas réussi. Bah oui, c'est une espèce de millefeuille, en fait. Et la bonne solution, ce serait peut-être moins d'aide et moins d'impôts, quoi. Plutôt que de... Ce qui favorise, en fait, les groupes qui savent s'en sortir pour aller chercher le bon dispositif. Je pense que c'est un problème, en fait. Et d'ailleurs, c'est en permanence questionné légitimement par la population. Légitimement par les députés, parce que c'est de l'argent public et c'est légitime de se poser la question de l'utilisation de l'argent public par un groupe industriel. D'ailleurs, ça m'étonne, 40 millions sur le CIR, je trouve que c'est pas énorme en fait. J'aurais pensé que c'était un peu plus. Sur le crédit impôt recherche. Oui, sur le crédit impôt recherche. Oui. Alors, il fait partie des niches fiscales qui sont questionnées en ce moment. Est-ce que ça vous choque, vous, cet argent public distribué par la France à des groupes privés? Est-ce que tout le monde le fait finalement? Non, c'est tout à fait courant, je pense, dans la compétition mondiale. Et pour être très honnête intellectuellement, on devrait mettre en face des aides les handicaps. On pourrait aussi citer la CVAE payée par ArcelorMittal. C'est quoi ça, pardon ? Les taxes de production, on va dire, une cotisation sur la valeur ajoutée qui est unique au monde. Personne ne fait reposer la moindre base fiscale sur la valeur ajoutée. On pourrait parler des charges, on pourrait parler des contraintes. Donc la France n'est pas un paradis pour l'industrie. Parce que finalement, c'est un peu ça le message que veut faire passer la gauche, une partie de la gauche qui n'a pas avalé le crédit, le CICE finalement. C'est le débat des cadeaux aux patrons. Et donc, ça, c'est vraiment un débat récurrent. Puisque l'on fait des cadeaux, puisque l'industrie ne rebondit pas, c'est donc que les patrons sont des incapables. C'est l'équation qui est finalement défendue par LFI. Oui, mais à partir du moment où il y a de l'argent public qui est distribué à une entreprise privée, c'est normal qu'il y ait un contrôle. Mais justement, et c'est pas normal qu'on soit finalement incapable, dans ce maquis, de dire combien d'argent Mittal a touché. Il y a des contrôles. Le crédit d'impôt recherche, par exemple, est contrôlé très fréquemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent public, ce sont en fait des soupapes face à la surpression fiscale qui existe en France. Donc ce n'est pas vraiment de l'argent public. Enfin, c'est un détournement sémantique
sémantique du terme aide. Ce sont finalement des soupapes face à la pression fiscale qui est très très forte en France. Vous dites qu'il faudrait baisser la pression fiscale sur les entreprises et on arrêterait de distribuer de l'argent public sous forme de subventions. Bon, dernier chapitre, parce qu'on a commencé à l'évoquer, mais on a effleuré cette question, la question de la décarbonation. Et vous l'évoquiez, Antoine, tout à l'heure, cette promesse d'investir plus d'1 milliard, 1,2 milliard d'euros à Dunkerque pour décarboner le site. On va écouter le représentant de la CGT, Gaëtan Lecoq, qui ne croit plus à ces promesses et il nous explique pourquoi. Si on me donne un chèque et qui n'est pas signé, voilà, moi j'y crois pas. Ça fait 7 ans bientôt que je suis élu, ça fait 7 ans qu'on me promet des belles promesses, une nouvelle usine dans sur notre site de Dunkerque. Ça fait 7 ans que j'écoute des beaux projets, ça fait des années que j'entends des investissements majeurs, comme en janvier 2024 où monsieur Bruno Le Maire m'avait dit monsieur Lecoq, la sidérurgie française est sauvée pour 50 ans, on investit 1,8 milliard d'euros en juin 2024, on nous dit que tous les projets sont mis au carton. Pour moi, c'est simplement une opération communication pour essayer de calmer le jeu, c'est tout. Et effectivement aussi, on est dans un bras de fer, Olivier Lorenzi, c'est ce que vous expliquez. Que recherche ArcelorMittal ? Des annonces européennes, un coût de l'électricité plus bas ? Alors là, je ne suis pas dans les petits papiers de la négociation, je ne le suis plus, mais assez clairement, il y a 2 facteurs. Une protection européenne, on en a parlé, et puis il y a quelque chose que peut faire le gouvernement. Alors, ça fera peut-être pas tout à fait plaisir ou complètement plaisir à la Commission européenne, c'est qu'on a un parc électronucléaire existant qui produit de l'électricité pas chère, et on n'est pas obligé à chaque fois de passer par un marché dont le prix marginal est très élevé pour vendre de l'électricité à nos industries. Et clairement, là, quand on a cette attente, c'est le mot qui est de temps en temps utilisé par des ministres en disant on attend le plan européen. Oui, il y a des choses qui sont au niveau européen, mais oui aussi, il y a des choses, et fort heureusement, qui peuvent être faites au niveau national. Il est possible cette dérogation au marché européen de l'électricité ? Parce qu'on entend souvent parler sur le plan politique de la sortie pure et dure du marché européen de l'électricité. C'est ce que défend notamment la France Insoumise. Alors ça, moi, j'y crois pas, parce que le marché européen de l'électricité permet quand même de faire face à des fluctuations de demande, des aléas. On appelle ça le foisonnement de l'offre et de la demande. C'est bien. En revanche, on n'est peut-être pas obligé de mettre 100% de notre production électrique dans le marché européen. Je prétends pas avoir une position sur le sujet, mais si on mettait 30% de notre production électrique et qu'on la mutualisait, on aurait quasiment le même effet, et le reste, ça va dépendre de notre politique énergétique nationale. On a fait le choix du nucléaire, d'autres ne l'ont pas fait. Essayez d'expliquer aux Français que nous portons la responsabilité du nucléaire, de la Hague, du raffinement, de Bure, et que nous n'allons pas en avoir un avantage économique. Mais c'est intenable comme position politique. Anne-Sophie Belaïch, il y a là un levier que les gouvernements français rechignent à actionner. Oui, pourquoi ? C'est compliqué, effectivement, de revoir le marché unique. Mais je voudrais revenir sur ce que disait le syndicaliste par rapport au plan d'investissement. On va investir 1,2 milliard. Je pense que cette annonce, c'est un peu le double effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire faire passer la pilule du PSE et mettre la pression plutôt, je pense, sur la Commission européenne. Parce que la France est très active quand même pour faire passer ce plan acier, donc qui, je le rappelle, en gros, va restreindre les importations. Ils les ont déjà restreints un peu en avril, donc mais pas protéger assez. des importations chinoises. Se protéger des importations chinoises, en gros. De revoir effectivement la taxe carbone aux frontières qui n'existe pas encore, parce qu'on est encore dans ça va être vraiment en place en 2026. Là, on est dans le marché pilote. Et effectivement, ArcelorMittal, ils se disent déjà, on a des barres d'acier qui vont arriver, et en plus, on a nos clients, en fait, qui vont pouvoir faire venir des aciers déjà transformés, des porteurs de voitures directement. Donc, ils veulent que ça aille vite. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont annoncé ça. Mais là où, à mon avis, l'Europe ne doit pas lâcher, c'est sur la décarbonation, puisque, en fait, c'est le choix qu'on a fait. Notre positionnement différent en fait. Et là, effectivement, ils annoncent, ils vont faire, et on ne sait pas quand ça va arriver. Et on sent que le positionnement, même justement sur le Green Deal, c'est en train de devenir un peu la green tuile, aussi bien pour les industriels que pour un certain nombre de personnes à Bruxelles. Mais il ne faut pas lâcher là-dessus, c'est notre seul avantage. On n'a pas de fossiles, les métaux, ça ne pousse pas non plus au coin de la Franche-Comté. Donc, il faut absolument qu'on se tienne, à mon avis. Donc, il faut un plan européen qui
qui permettra à ArcelorMittal de dire OK, on y va et on met ce milliard d'euros. Voilà, ce milliard d'euros et de dire oui, c'est important, l'acier vert, on y croit, on va faire des réglementations. Alors c'est quoi l'acier vert? Tiens, je vous pose la question, parce que ça semble, c'est un oxymore, quoi. La sidérurgie, c'est un des très gros émetteurs de CO2, parce que finalement, on prend de l'acier, on prend du fer rouillé avec de l'oxygène, on met du carbone et ça fait du CO2 et donc c'est un des plus gros émetteurs. Donc il y a beaucoup de recherches qui a été faite sur les procédés. Ils existent aujourd'hui, mais ils sont économiquement, déjà ils nécessitent des investissements très lourds et même le coût économique de production de la tonne n'est pas complètement garanti. Donc c'est un vrai pari sur l'avenir et en ce sens-là, il est normal que l'Europe subventionne ou aide et protège. Parce que si on fait cette mutation qui est historique, qui est majeure, on sera forcément affaibli durant cette période. Et ça coûtera plus cher de produire cet acier vert. Et les consommateurs le payeront. Et donc il ne sera pas concurrentiel, quoi. C'est sur le marché international. On sera difficilement concurrentiel pendant plusieurs années, le temps de domestiquer ces technologies, de les mettre au point. Par contre, on peut faire un avantage compétitif à long terme, mais ça nécessite une mutation. Et quand il y a une mutation, on est forcément plus faible. Et donc on doit être défendu. Il faut mettre en place des mécanismes d'ajustement, mais qui sont très complexes, parce que finalement, si on interdit l'arrivée des aciers chinois, la conséquence sera l'arrivée des moteurs électriques chinois, des voitures chinoises. Donc c'est un sujet majeur. Le site de Mardic, 500 millions d'euros d'investissement pour faire des tôles électriques qui font les moteurs électriques. Aujourd'hui, il voit les débouchés limités par le fait que les Chinois importent des moteurs électriques directement depuis la Chine. Donc ce n'est pas que l'acier, il faut protéger globalement, mais intelligemment, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une facilité, et puis avec un coût sur les consommateurs qui va être majeur. Donc il faut en assumer les conséquences. Olivier Lanty, est-ce que, parce qu'on a toujours cette difficulté avec l'Europe, qui est sa lenteur à prendre des décisions et à les mettre en application, on est sur quel échéancier, là? La difficulté avec l'Europe, c'est que même si on a de la majorité qualifiée, la culture de négociation, c'est une culture diplomatique, donc consensuelle. Je vais prendre un exemple qui est dans le plan acier. Il y a une réponse qui a été faite par le commissaire européen Sébastien Séjourné en disant « mais on va modifier le code des marchés publics ». Oui, mais la date de modification, c'est pas avant fin 2026. La date de mise en œuvre, c'est au moins 3 ou 4 ans après. Le cycle de décision de la Commission européenne, alors qui était peut-être nécessaire auparavant, ne correspond plus au cycle économique que nous avons. Alors ce que j'ai proposé comme idée, notamment pour le marché de l'électricité, vous l'avez souligné, sortir une partie de notre production électronucléaire du marché européen, ce n'est pas autorisé par les textes européens, mais c'est absolument essentiel et c'est incontournable, à mon avis, même politiquement. Et à un moment donné, il faut faire du judo avec l'Europe. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement faire les négociations en rentrant dans le processus normalement et puis attendre 3 ans qu'il y ait quelque chose qui sorte et attendre encore 3 ans que ça se mette en œuvre. C'est la mécanique européenne qui nous a réussi, qui a fait 70 ans de paix en Europe. Il faut quand même la saluer. Mais aujourd'hui, on est dans les rapports de force. Il faut prendre la décision. Et après d'un peu de désobéissance, et après on négocie. C'est toujours un risque. Un rapport de force, c'est toujours un risque. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Merci beaucoup. Merci à tous. Je rappelle le titre de votre livre, Olivier Lanty, Réindustrialiser le défi d'une génération. C'est paru aux éditions Les Déviations. Et on revoit la une de l'usine nouvelle, le nouveau visage des ouvriers. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Vous pouvez retrouver nos débats sur notre plateforme publicsénat.fr. Vous pouvez nous réécouter ou nous écouter en podcast. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, ce sera Mathieu Darnaud, le président du groupe LR au Sénat. Belle soirée, merci.